Bonjour à tous et bienvenue sur un nouveau podcast de la chaîne Token Talkers. Aujourd'hui, on a la chance et l'honneur de recevoir Florian Fraissinet de Tokenland. Comment vas-tu, Florian? Salut Jean, merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, ça va super et très content d'être ici pour discuter des sujets qui nous animent. C'est un plaisir. C'est un plaisir de te recevoir. Ça faisait un petit moment qu'on discutait et on sait que tu as un planning très chargé. Donc, merci vraiment de nous donner un petit peu de temps pour pouvoir nous expliquer voilà, tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place. On sait que tu es quelqu'un de très important dans l'écosystème. En plus, Token Talker, c'est assez présent dans l'écosystème de la tokenisation. On sait que tu es, voilà, un des numéros 1 en France pour ça. Donc, vraiment impatient de parler avec toi. Alors, je vais te présenter rapidement parce que il y a peut-être peu de gens qui te connaissent, mais voilà, le podcast étant naissant, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore la connaissance de ce que tu fais. Donc, tu es fondateur et CEO de Tokenland. Tu as fondé aussi l'immobilier 3.0. Tu es auteur du rapport L'immobilier 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto. Tu es également top voice sur LinkedIn. Bref, tu es partout, tu fais plein de choses. Tu vas nous expliquer ça tout au long du podcast. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer gentiment qui est Florian, comment tu t'es, je sais pas, intéressé à l'écosystème du Web3? Qu'est-ce que tu as fait juste avant pour arriver dans cet écosystème? Merci pour la présentation. Alors moi en fait à la base je suis entré assez vite sur les sujets immobiliers après mes études. C'était la grande époque de The Family 2016-2017 où Ah, tout le monde voulait être start-upper. Et évidemment je suis allé là-dedans et donc j'ai bossé notamment sur des sujets de construction, notamment avec un logiciel de gestion pour les artisans du bâtiment. Ayant mis ce pied là-dedans, je me suis intéressé à toute la chaîne de valeur de l'immobilier, c'est-à-dire le financement, la construction, la transaction, et même une fois lancé, la vie de l'immobilier au sens large, et donc notamment à travers une association qui s'appelle Real Estate, qui faisait la promotion de l'innovation dans l'immobilier en France. Et après, on a fait plein de choses, et Real Estate existe aujourd'hui, même si je n'en fais plus partie, bravo. mais sous forme d'un think tank. Et, euh, et en fait, c'était assez excitant parce que c'était le moment où l'immobilier était en train vraiment de se transformer, où les sujets d'innovation étaient en train d'émerger, ce qui paraît assez normal aujourd'hui, mais tu vois, c'était il y a 7 ans maintenant et c'était une vraie transformation. Euh, bon, j'ai fait plein de choses dans cet écosystème, mais à la faveur du dernier bull run, du précédent, donc en 2020, 2021, 2022, ce qui sont les périodes de Covid en soi, je me suis rendu compte que l'argent que je croyais avoir perdu en 2017, il recommençait de valoir quelque chose. Et donc, j'ai passé de plus en plus de temps sur les sujets crypto, sur des sujets crypto purs, très dégènes. Donc, c'était la grande époque de l'essor de la BSC, c'était le DeFi Summer. Enfin, voilà, on a vécu plein de trucs super sympas pendant ce bull run-là. Et j'ai eu la chance de pouvoir passer en full time sur ces sujets-là. Et donc, je me suis vraiment, je suis vraiment tombé dans les cryptos et je me suis intéressé vraiment à tous les secteurs du sujet. Donc, d'un côté, les sujets très infra et de l'autre côté, les trucs un peu fun. Donc, tu vois, c'était quand même l'émergence, c'était le bull run d'émergence des NFT, etc. On a quand même bien rigolé. Et en fait, au bout d'un moment, au bout de 2-3 ans, je me suis rendu compte que c'était pas une carrière d'investir dans les cryptos. C'était difficile. Enfin, c'était la grande époque où on disait oui, il faut être un builder, etc. Il faut apporter de la valeur à l'écosystème. Et moi, j'y croyais pas mal. Et sur les sujets de crypto traditionnels, je me sentais pas très légitime et je ne me voyais pas avancer. Mais par contre, il y a un truc qui me faisait marrer, c'est de me dire peut-être que la suite, c'est d'essayer de lier mes deux passions. Donc, mon ancienne qui était l'immobilier, ma nouvelle qui était les cryptos. Et donc, j'ai écrit un rapport qui s'appelle Immobilier 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto qui essayait de faire un peu un état des lieux, un état de l'art de ce qui se passe, ce qu'il est possible de faire avec la blockchain dans le secteur immobilier. Et c'est quelque chose que j'ai écrit un peu sans arrière-pensée pour essayer de faire avancer l'écosystème à mon niveau et peut-être faire rire Bravo. mes potes à Paris qui travaillaient dans l'immobilier et leur dire, bon, bah voilà, vous voyez, on peut faire des trucs. Et en fait, quand le rapport est sorti, il s'avère qu'il a été super bien accueilli. Il y a eu des milliers de téléchargements, hein, alors, ce à quoi je ne m'attendais pas du tout. Et Trop donc, bien. de manière assez opportuniste, je me suis dit deux choses. La première, c'est que je vais lancer une newsletter donc, qui s'appelle Tokenland pour ne pas rester ce gars qui a invité
par des journalistes ou à la télé pour parler d'un sujet alors la dernière fois qu'il a écrit quelque chose, c'était il y a 10 ans. Je voulais rester quand même le gars qui connaît son sujet quoi qu'il arrive. Donc j'ai cette newsletter qui sort depuis 2 ans maintenant. Et en fait, également de manière assez opportuniste, il y a pas mal de groupes immobiliers français qui sont venus me voir et qui m'ont dit nous on regarde ces sujets de loin. On a besoin, on a besoin d'avoir quelqu'un pour venir en discuter avec nos équipes innovation en interne, pour expliquer ce que c'est la blockchain, notre COMEX, etc. Et donc, j'ai fait un petit peu de conseils sur ces sujets-là auprès de groupes immobiliers pendant quelques mois. Et assez rapidement, il y a certains acteurs, alors qui sont plutôt des petites et moyennes entreprises de l'immobilier, qui sont venus me voir aussi, mais pas pour du conseil, parce qu'eux, ils voulaient vraiment avancer, notamment sur un sujet alors on parlait de plein de choses dans le rapport, mais il y a un sujet qui a quand même pas mal explosé depuis, qui s'appelle la tokenisation immobilière. Et il y a des acteurs qui sont venus me voir pour me demander comment je fais pour avancer concrètement. Et c'est là où Tokenland a subi une petite transformation, où c'est passé d'une petite société de conseil opportuniste à une société de développement. Et donc maintenant, c'est devenu une société de développement de plateformes de tokenisation. Donc nous, on fait des plateformes sur mesure pour des startups, pour des promoteurs, pour des asset managers qui veulent tokeniser. Et donc, on a toujours un peu une partie conseil, etc. On a une partie innovation. On aime bien aussi mettre en relation certains acteurs entre eux, parce que quand on pense qu'il y a du sens, on développe des plateformes de tokenisation pour des acteurs traditionnels avec une volonté quand même assez farouche qui est de dire les gens qui sont bons en immobilier devraient continuer de faire de l'immobilier, ceux qui sont bons en blockchain devraient faire de la blockchain, et faut que les gens qui sont bons en blockchain arrêtent d'essayer de faire de l'immobilier, parce que chacun a son expertise et on devrait plutôt travailler ensemble plutôt que essayer de tout faire. Une boîte d'IMO, un asset manager qui essaie de développer une plateforme de tokenisation, souvent ça ne donnera pas grand-chose. Et une boîte de blockchain qui essaie de faire de l'IMO, souvent l'immobilier il est un peu naze derrière. Donc voilà un peu les convictions sur lesquelles on s'est bâti. Et aujourd'hui, là, on a pas mal évolué parce que il y a un essor de la tokenisation au sens large de tous les actifs. Donc aujourd'hui, Tokenland, on fait plus seulement de l'immobilier, on travaille avec plein d'autres acteurs, notamment des acteurs ESG, on travaille sur de la tokenisation d'equity, on travaille sur la tokenisation d'autres actifs, parce qu'il y a plein d'actifs qui sont tokenisables, de l'or, des chevaux, des forêts, des vaches, ce qu'on veut. Donc, on travaille avec plein d'autres actifs et on a lancé une filiale assez récemment. Moi, je fais le pitch complet, au moins ce sera fait, mais Allez, on a go. lancé une filiale assez récemment qui s'appelle Collect et qui a vocation à accompagner tous les collecteurs de l'épargne. Donc, c'est-à-dire tous ceux qui vont aller chercher des investisseurs dans des produits alternatifs. Donc, on accompagne pas mal de boîtes d'immobilier tokenisé, d'immobilier fractionné pour aller chercher des investisseurs. Parce qu'on s'est rendu compte que le sujet, il est quand même là. Nous, on avait accompagné pas mal d'acteurs qui se sont lancés et qui se sont rendus compte que le plus dur, c'était pas forcément le légal, c'était pas forcément le technique, c'était même pas forcément d'aller chercher le produit financier, c'était vraiment d'aller chercher des investisseurs pour investir dans ce produit. Donc voilà un peu ce qu'on fait maintenant assez largement. Ok, merci pour ça. C'est une présentation très complète. On a bien eu le temps de voir tout ce que tu fais. Ça fait combien de temps que tu as lancé du coup Tokenland? Ça fait quoi maintenant? 2 ans? 3 ans? Ouais, on doit être dans la 2e année là. Et puis, il y a eu vraiment tu vois, un peu comme je te disais, il y a eu 6 mois de battement où c'était moi tout seul. C'était pas Tokenland. Bah oui, C'était moi tout seul qui faisait du conseil. Mais oui, on a une équipe depuis bravo. 1 an et demi. 1 an et demi. Waouh, bravo. Bravo pour ce que tu fais. On sait que tu fais plein d'autres choses. On va aussi en parler tranquillement pendant le podcast. Là, tu as déjà donné beaucoup de valeur. À la base, on a bien compris quelle était ta vision. Maintenant, ta vision a transformé, hein. C'est un peu le rôle d'une startup qui se lance, d'une société qui se lance. À la base, c'était du conseil. Maintenant, vraiment, tu accompagnes les sociétés. Donc, tu peux fournir une tech ou tu peux en tout cas permettre aux sociétés de devenir émetteurs de leurs propres tokens. À ce moment-là, c'est tous les styles de tokens. Comment ça se passe? Qu'est-ce que tu leur proposes quand ils viennent te conseiller? Enfin, te demander des Alors, nous, conseils. on aurait pu faire tous les styles de tokens et on s'est toujours dit que, en fait, moi j'aime bien être radical et j'aime bien porter des convictions. Et si tu veux, on aurait pu dire, nous on a un one-stop shop et vous venez et on fait comme vous voulez, etc. J'ai préféré avoir une approche différente, une approche de conviction.
Et aujourd'hui, je ne sais pas si tu avais vu, mais l'année dernière, j'avais sorti un livre avec le cabinet, enfin un petit livre blanc avec le cabinet d'avocats DNA Partners, où on Mhm. mettait en avant les obligations. Parce qu'il y a beaucoup de boîtes de royalties qui se sont lancées. Tu sais, ça a été le grand débat de l'écosystème. Est-ce que je dois faire de l'immobilier en royalties ou en fractionnement obligataire, etc. Et pour le Mhm. coup, le choix de la radicalité, c'est aussi de dire, nous, on va faire un seul type de tokenisation, mais par contre, on va dire pourquoi. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on tokenise des obligations, donc on fait évidemment des security tokens, et le modèle qu'on promeut, alors, si on vient nous voir et qu'on veut faire absolument autre chose et que ça fait sens derrière, on le fera, mais pour l'instant, en tout cas, nous, on vend qu'un modèle d'obligation, pour deux raisons. La première, c'est que on a déjà fait passer ce sujet-là de manière effective, c'est-à-dire que nous, une plateforme qui émet des obligations tokenisées, on en a déjà fait sortir une. Donc, on sait que ça passe auprès de tout le monde, de l'AMF, de la SCPR, on sait que c'est compris par les clients. Donc, à partir de Bien là, sûr. je sais pas si c'est je sais pas si c'est de la fainéantise, mais en tout cas, on se dit, bon, il y a quelque chose qui marche, Autant ne sort continuer. voilà, on a réussi à faire ça, autant continuer sur ce modèle-là. Et l'autre raison, c'est un peu plus de réflexion, qui est de dire, moi aujourd'hui, je pense qu'il y a un paquet de modèles juridiques qui sont possibles, il y a un paquet de modèles juridiques que je qualifie parfois d'exotiques, bon, disons exotiques, mais en tout cas différents. Mais s'il y a un truc que je sais, c'est que si on veut que notre industrie, elle émerge, on n'a pas le choix d'avoir un modèle standard commun qui va permettre de parler d'une seule voix. Et le choix que j'ai fait, c'est de se dire que le modèle qui va émerger, c'est un modèle d'obligataire. Pareil, parce qu'en fait, il est quand même super proche du modèle du crowdfunding, il est quand même très bien compris par le régulateur, il est quand même assez Totalement. accepté par le régulateur, etc. Et donc, moi, mon sujet, c'est de dire, si demain, on a plein de petites startups qui ont chacun leur petit modèle juridique, bah, à part ne pas avoir de réponse de l'AMF et être un écosystème qui stagne, donc on ne fera pas grand-chose. Si demain, on lève collectivement, hein, j'entends, à 10 startups peut-être, 100 millions, 200 millions, l'AMF, ils ne vont pas avoir le choix que de répondre. Bercy ne va pas avoir Totalement. le choix que de nous recevoir et de dire, bon, OK, vous avez fait ça, ça ne vous arrange pas, etc. Et nous, on a plein de demandes. Hein, parfois, on est un peu invité à discuter avec les régulateurs, avec la Banque de France, Bercy, etc. On a plein de demandes parce que le modèle obligataire tokenisé, je veux bien entendre qu'il n'est pas pur. C'est pas le modèle le plus pur, notamment dans l'immobilier. Alors, ça marche pour plein d'autres trucs, parce qu'on fait de moins en moins d'immobilier, mais OK, il n'est pas pur, mais par contre, aujourd'hui, c'est pour moi le modèle qui se rapproche le plus de, d'un modèle, en tout cas, intéressant pour le grand public. Il Ouais, y a c'est des clair. nouveaux risques. Il y a des nouveaux risques qui vont émerger. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pour moi le seul qui peut devenir un standard de marché avant qu'on ait une discussion avec le régulateur, avec les autorités. Donc nous, le choix qu'on a fait, c'est de faire des obligations tokenisées. Et franchement, on fait presque que ça. Ça change un peu parce qu'il y a un changement qui est énorme sur notre secteur, c'est qu'il y a tous les intermédiaires en biens divers qui sont un modèle juridique un peu différent. Et bon, on y reviendra peut-être, mais moi je pense que l'avenir des RWA passe aussi par les intermédiaires en biens divers. Aujourd'hui, il faut bien se rendre compte qu'il y a trois catégories de RWA. Tu as en gros l'immobilier qui tient toutes ses particularités. Tu as tout ce qui est les réels world assets financiers, on va dire, qui sont des bonds purement de Mhm. la finance. Et de l'autre, tu as tout ce qui est représentatif d'un collectibles, quoi, c'est-à-dire du vin, des arbres, des chevaux. Et tout ça, ça rentre dans un modèle juridique français qui est l'intermédiaire en biens divers, qui est un peu plus intéressant parce qu'il n'offre pas les mêmes droits et devoirs. Donc, on risque de voir des trucs assez sympas émerger dans les prochaines années. Ouais, et puis sûrement avec, des tokens de styles différents, enfin peut-être pas de l'obligation derrière parce que pour des chevaux, ce genre de choses, peut-être ça sera un peu différent. Mais effectivement, c'est le début comme tu le dis et c'est en train de grandir. C'est vraiment bien d'avoir pris le parti et d'avoir cette conviction de se dire: «OK, moi je me lance à fond dans l'obligation». Je trouve ça très, très intéressant parce qu'il y a pas beaucoup de gens qui le font donc vraiment bravo à toi. J'imagine que alors il y a 2 choses sur lesquelles, j'ai une question. La première c'est, j'imagine que si c'est de l'obligation, pour les clients derrière, ça voudra dire qu'ils vont toucher un rendement,
qui vont peut-être se faire rembourser leur obligation, se la faire racheter. Est-ce que tu peux peut-être développer un peu cette partie-là pour les gens qui sont un peu nouveaux? Et aussi, en même temps, est-ce que toi, avec tes mots, parce qu'on sait que tu es une personne qui arrive à vulgariser facilement, est-ce qu'avec tes mots, tu peux nous expliquer tout simplement, bah, en fait, c'est quoi une obligation tokenisée? Est-ce que tu peux nous expliquer tranquillement, vraiment le mot le plus simple possible pour les personnes qui ne connaissent pas encore? Ouais, pour bien montrer le process, aujourd'hui, quand on dit une obligation tokenisée, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que, et on va rester sur l'immobilier parce que bon, c'est le sujet sur lequel j'ai le plus bossé. Aujourd'hui, j'ai une société française qui va acheter un bien immobilier et une fois qu'elle a acheté ce bien immobilier, elle va émettre des obligations. Émettre des obligations, ça veut dire quoi? Ça veut dire emprunter de l'argent au grand public, c'est-à-dire émettre de la dette. Donc ça veut dire qu'elle va dire, moi je demande de l'argent au grand public et en échange de cet argent, je vais vous proposer de toucher un rendement et le rendement sera équivalent, pour que ça marche, aux loyers qui vont être payés par les locataires à la société. Donc, je résume pour que ce soit très clair. J'ai une société qui a un bien immobilier qui reçoit des loyers. Elle va chercher le grand public en disant, bah, moi, j'ai besoin de financer ce bien, mais en échange, c'est vous qui touchez les loyers. Et donc, c'est ça, émettre une obligation. Ok. Là où ça devient intéressant, c'est que quand on le tokenise, on peut faire deux choses. Il ne faut pas oublier que tokeniser, c'est vraiment une surcouche juridique qui arrive par-dessus de l'obligataire traditionnel et que ça va juste nous aider. Alors, il n'existe pas encore, mais en tout cas, on peut imaginer qu'il va sortir en 2024. On peut imaginer qu'il y a un marché secondaire qui sera bien facilité par le fait que ce soit on-chain. Et le second point, c'est qu'une fois que j'ai mon token, de toute façon, je peux en faire ce que je veux. Donc, je peux potentiellement aller l'échanger sur un marché secondaire. Je peux potentiellement aller le placer en collatéral, c'est-à-dire en garantie pour aller effectuer un prêt. Mais aujourd'hui, c'est vrai, et je veux bien être le premier critique de notre écosystème, aujourd'hui, on ne voit pas une grande différence entre l'immobilier fractionné, donc qui sont des obligations traditionnelles, et l'immobilier tokenisé, qui sont des obligations traditionnelles mises sur la blockchain. Pourquoi? Parce que les deux grands avantages qui sont marché secondaire et mise en collatéral n'ont pas encore été développés en France. Ah, bien sûr. Donc aujourd'hui, l'avantage de tokeniser, il n'est pas très clair, mais la tokenisation, elle coûte pas beaucoup plus cher non plus. C'est-à-dire que ce soit en légal ou en technique, ça coûte pas beaucoup plus cher maintenant. Si demain je dois lancer un projet d'immobilier fractionné, moi je l'appelle immobilier fractionné, mais je le mets sur la blockchain pour préparer le futur. Mais ça coûte pas beaucoup plus cher. Et donc voilà, une fois que moi en tant qu'investisseur j'ai acheté cette obligation, bah, je vais toucher un rendement et au bout d'un certain nombre de temps, mon investissement va être remboursé, notamment à la vente à la vente du bien immobilier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'obligation en France, c'est quelque chose qui est très malléable, on peut en faire un peu ce qu'on veut. Et donc, je peux, par exemple, aussi toucher une partie de la plus-value du bien immobilier lorsqu'il sera revendu. Et donc, encore une fois, je veux bien admettre que le modèle n'est pas pur, mais on se rapproche quand même assez fort de ce que c'est la propriété immobilière sans quelques désavantages, quoi. Ok, bah merci pour cette explication. Effectivement, on pourrait se dire qu'il y a pas beaucoup d'avantages parce que c'est que le début et les avantages, faut grossir. Il y en a plein, plein, plein quand même des avantages. Effectivement, tu l'as dit. Et les gens peut-être au début se rendent pas forcément compte des avantages, mais avec le temps, l'utilisation qui va grandir, il va y en avoir de plus en plus, notamment bah, sur la digitalisation du registre, qui fait qu'on voit un petit peu en permanence qui est propriétaire de quelle obligation. Il n'y a pas besoin de payer une secrétaire en fin d'année pour faire ça. Il y a aussi bah, la revente des parts sans à chaque fois passer par un notaire ou un avocat qui vous prend un bras. Enfin, il y a plein de, quand même pas mal de, il y a vraiment pas mal de plus en plus de choses et les gens commencent à s'en rendre compte. C'est vrai que le marché primaire commence à être de plus en plus là. Le secondaire, c'est plus compliqué, mais là, c'est pas une question, je pense, de régulation. Tu vas nous en dire un peu plus. Et après, effectivement, faut que les gens puissent enfin s'ouvrir en se disant, waouh, ok, la tokenisation, ça change des choses. Et toi, grâce à tout ce que tu fais, que ce soit avec ta newsletter, avec ton site, on n'a pas parlé, mais tu as aussi organisé le sommet de l'immobilier 3.0, où j'ai eu la chance de participer. C'est là où on s'est rencontrés la première fois. Et donc, du coup, voilà, grâce à tout ce que tu fais, et bravo encore pour tout ce que tu fais, bah, tu permets en fait de vulgariser à tout le monde cet écosystème et de dire, écoutez les gars, il y a un truc qui est en train de se mettre en place. Renseignez-vous parce que c'est important. Donc vraiment bravo, bravo pour ça et je pense que ça va être de plus en plus ouvert. Quand il y a une société qui vient te contacter et qui te dit Florian, j'ai besoin de tokeniser un actif,
comment ça se passe? Tu leur expliques le processus. Bon, alors, il y en a qui connaissent rien, il y en a qui te suivent depuis un moment puis qui connaissent tout. Et puis après, quel est le process de la partie, hein, bien sûr, non confidentielle? Quel est le process et le temps que ça prend avant qu'ils puissent avoir leur plateforme pour vendre leurs obligations? Alors, le process, il est assez simple. Moi, j'aime bien partir du produit. C'est-à-dire il y a d'abord une grosse réflexion qui est faite autour du, bon, alors, qu'est-ce que je veux tokeniser et pourquoi je veux le tokeniser? Alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais souvent, on s'est rendu compte que nos plus mauvais clients, c'était ceux qui tokenisaient parce que c'était à la mode. En fait, s'il n'y a pas un Ouais, fond de conviction sur qu'est-ce que je veux en faire dans les cas d'usage, en fait, ça marche pas vraiment. Pour une raison simple, c'est que euh, ce matin, là, je lisais un post d'un de nos anciens clients qui faisait une super analogie. Il disait, aujourd'hui, moi, quand on me donne un téléphone 5G, je m'en fous de savoir comment ça marche la 5G. Je veux juste que mon téléphone il aille plus vite. Et ben avec les c'est clair. tokenisations, c'est exactement la même chose. Si un acteur de l'immobilier traditionnel il vient nous voir en disant, moi, je trouve que mes obligations sur la blockchain, c'est plus facile, c'est plus rapide, ça me permet de faire X, ça permet demain à mon investisseur d'avoir un marché secondaire, etc. Et ben là, ça fait du sens. S'il arrive en disant, oh, j'ai vu que la tokenisation, ça faisait pas mal de buzz en ce moment sur Internet, ça va peut-être nous permettre d'en vendre plus. Et ben là, Ouais, on sort un peu des cas d'usage. Et en fait, souvent, ce sera un échec. Donc, le but ouais, du jeu, totalement. c'est vraiment de se dire quels sont les cas d'usage que je vais rechercher. Parce que même si, tu vois, au début, quand on l'a lancé, moi, j'étais très pushy sur les sujets blockchain. Aujourd'hui, maintenant on va dire on a fait pas mal de plateformes, etc. Je le suis un peu moins, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'acteurs qui viennent en nous disant on veut une plateforme de tokenisation et en toute transparence. Alors bon, l'écosystème ne va pas m'aimer pour ça, mais ils sont repartis avec des plateformes de fractionnement sans token parce qu'en fait ça faisait aucun sens. Ouais. Ils comprenaient rien à la blockchain, ça faisait aucun sens, ça rajoutait des couches de difficulté pour rien, etc. Alors, il y a eu l'inverse également, hein. Il y en a qui sont venus pour du fractionnement et sont repartis avec de la blockchain. Mais là, il n'y a pas le sujet. Et pour le coup, ce qui est vraiment important, donc, c'est de comprendre le produit. Et derrière, nous, on a une base donc, de plateforme qui est la même pour tout le monde, qui est une plateforme en marque blanche. Bravo. Mais on ne fait que du sur-mesure. Et on a un point différenciant qui est assez important, et je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui le fasse. C'est-à-dire que nous, quand on développe la plateforme, on fait à moitié sur mesure et on donne la technologie. C'est-à-dire que nous, on fait ça pour des acteurs qui demain veulent être souverains de leur tech. Donc, on n'est pas sur un modèle SaaS, on n'est pas tout ce genre d'abonnement. Nous, en gros, on bosse, on a un temps de développement qui est entre 4 et 6 mois. Et pendant ces 4 et 6 Ok. mois, alors, on a ce deal-là. Alors, on peut raccourcir, hein, il y a plein de façons de faire, mais en gros, nous, on aime bien bosser pendant 4 et 6 mois. Pendant 4 et 6 mois, avec nos clients, on est des partenaires. C'est-à-dire, c'est ce que je leur dis, on est ensemble. On, on discute de tout. Il y a tous les sujets qui passent sur la table, que ce soit du branding, que ce soit les personas clients, que ce soit les sujets tech en eux-mêmes. Alors souvent, il n'y a pas beaucoup de compétences tech chez nos clients, mais en tout cas, pendant 4 à 6 mois, on est vraiment des partenaires et on se dit, la startup que vous avez lancée, que vous allez lancer, le projet interne que vous allez lancer, c'est aussi un petit peu le nôtre. Et on a tout à gagner à ce que ça marche. Et c'est aussi pour ça qu'on a lancé Collect pour les accompagner aussi après, parce que nous, plus on aura des acteurs qui vont marcher, mieux ce Bien sûr. sera pour nous. Donc, pendant ces 4 à 6 mois, on les accompagne sur tous les sujets. Et le but du jeu, c'est de sortir avec une société clé en main et surtout avec une tech, avec un légal que j'ai compris, avec une tech qui m'appartient et avec voilà, un produit d'épargne, on va dire, qui ne fait pas pâle figure par rapport aux autres. Ouais, génial, génial. C'est vrai que ça fait un gros, gros, gros travail. Des fois, on se rend pas compte, hein, de ce que c'est que de développer une tech et donc 4 à 6 mois, bah, c'est je pense le juste milieu, hein, pour développer et je pense qu'il y en a qui prennent vraiment beaucoup plus de temps. Bravo, bravo pour ça. Puis pendant ces 4 ou 6 mois, ça te permet vraiment, comme tu l'as dit, de bien comprendre le business model de la société, de savoir vraiment quels sont ses besoins et elle, parallèlement, de comprendre. Parce qu'elle se dit: «OK, j'ai signé, on va démarrer, mais pendant 4 à 6 mois, ça me permet de grandir, de monter en compétence sur l'écosystème de l'immobilier fractionné. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui ont du mal encore à comprendre ce que c'est que le fractionnement. Et ça, grâce à toi, pendant cette période-là, ils vont réussir à le faire. Euh,
Qu'est-ce que toi, tu penses justement peut-être de la compétition qu'il y a actuellement entre l'immobilier fractionné fait par des sociétés de crowdfunding et la tokenisation immobilière? Est-ce que effectivement c'est deux choses qui se ressemblent, qui sont très proches, qui vont peut-être de plus en plus s'écarter ou peut-être se rassembler avec le temps? Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce que justement ils sont en train de s'éloigner, se rapprocher? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que tu peux nous en dire plus? On sait en plus que tu as des partenaires qui sont beaucoup dans le crowdfunding. Est-ce que tu peux justement nous parler de ça? Moi, ma conviction, elle est simple, et c'est ce que je dis en privé, c'est exactement ce que je dis en public. À la fin, il peut y avoir autant de blabla qu'on veut. Tous ces acteurs vont finir sur la blockchain. C'est inévitable. Il n'y a 100%. aucun, il y a aucune autre voie possible parce que c'est plus simple, c'est moins cher, c'est plus rapide. Donc, oui, il y a une période de transition. Elle durera quoi? 10 ans, 15 ans au maximum. Il y a une période de Mhm. transition. Et je pense qu'elle peut être longue comme ça, hein. C'est pas une Quand histoire même. de 2 Ouais, ouais, il y a une Ok. période de transition qui sera d'au moins 10 ans, mais il y a aucun monde où les boîtes de fractionnement ne sont pas toutes des boîtes on-chain demain. Mm. Donc voilà, il y a même pas, pour moi, il n'y a même pas de débat sur ces sujets-là, tellement c'est un no-brainer. Ok, merci pour ta transparence. Je pense que ça va aiguiller beaucoup de gens parce qu'il y en a encore qui se posent la question. Mais c'est vrai qu'on entend de plus en plus d'acteurs du Web3 de dire que dans tous les cas, demain, tout se fera sur la blockchain et qu'il faut s'y mettre le plus Ouais. vite possible pour comprendre que peut-être tout de suite, on ne voit pas forcément tous les avantages parce que soit on ne la comprend pas assez, soit qu'il y a encore des choses qui sont en développement. C'est une technologie qui est nouvelle, mais qu'avec le temps, ça sera de plus en plus gros. On a parlé juste avant que tu organises bah, justement un événement donc l'immobilier 3.0, le sommet de l'immobilier 3.0, tu participes à des conférences, tu fais des interventions auprès de différents dirigeants dans le secteur de l'IMO. Est-ce que tu peux nous expliquer bah, comment tu arrives à avoir de l'impact comme ça en permanence sur les différents acteurs qu'il y a dans l'écosystème et comment justement ces conférences et ces sommets que tu organises permettent justement de pouvoir vulgariser encore plus cet écosystème qui est parfois peu compris. Bah, pour moi, c'est assez simple, tu vois, c'est que je suis quand même, et ça, c'est un peu un truc de feignant, mais je suis quand même beaucoup porté par mon écosystème. C'est-à-dire que non, mais la tokenisation immobilière est quand même assez à la mode. Il n'y a quand même pas beaucoup de contenu en français, donc c'est pas très compliqué quand même d'être identifié comme celui qui va apporter de la valeur sur ces sujets-là. Euh, Moi, franchement, j'ai ce truc-là, c'est que je suis passionné par cette transformation qu'on est en train de vivre. Et j'essaie d'en être le plus possible un acteur. Et, et il se passe tellement de trucs aux US. Enfin, tu vois, là, hier soir, je faisais la liste des. Alors, on ne dira pas quel jour on est parce que sinon, les gens vont se dire que c'est assez chiant de faire ça le dimanche soir. Mais hier soir, je faisais la liste des levées qu'il y a eu en 2024. Tu as eu des levées de fonds, mais pour des cinquantaines de millions, etc., sur des sujets de tokenisation. En 2024, tu dois avoir une vingtaine de levées de fonds. Enfin, tu vois, c'est un écosystème qui est en train de vivre, qui est vraiment battant, enfin, on est au cœur d'une transformation. Alors évidemment, c'est moins sexy que la révolution de l'IA, mais c'est une transformation en tout cas qui m'intéresse. Et comment être impactant bah, je pense que l'écosystème, il est impactant pour moi. Tu vois, moi, je suis juste le porte-voix. J'essaye de proposer des techs et des services avec Tokenland qui sont dans l'air du temps. Et tu vois, je pense que ce sera un peu se mentir. Tu vois, tous les gens qui disent, nous on a adoré au début être. Tu sais, je sais pas si tu as regardé, mais on n'a pas d'équivalent aux US. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équivalent de Tokenland, un créateur de contenu comme ça qui est vraiment spécialisé sur la tokenisation. Cool. Enfin, il n'y en a pas eu pendant longtemps, là, il commence d'y en avoir deux, trois. Et moi, ça me manquait beaucoup parce que je pense que c'est un bon. Enfin, c'est pas un bon signe quand t'as pas de concurrents ou quand t'as pas de gens qui font la même chose que toi. En général, c'est que tu vas quand même pas dans la bonne direction. Alors maintenant, il y en a plein qui sont en train d'arriver, mais il y a quand même ce truc-là de se dire. Ouais, je pense que la valeur, elle est apportée par les transformations de l'écosystème et c'est et aujourd'hui être au courant de tout ce qui se passe et essayer de le retranscrire de manière intelligible pour tout le monde, Ouais. c'est ça qui crée de la valeur. Et là où j'ai beaucoup de chance, c'est que moi je viens de l'immobilier, donc j'essaye de parler aux acteurs, on va dire de l'épargne traditionnelle avec des mots de l'épargne traditionnelle, parce qu'en fait c'est super facile de jargonner. Et moi j'étais le premier à avoir ce problème-là. Hein, c'est super facile de croire un peu trop en son propre produit jusqu'à un peu se Mhm. voiler la face. Et, ouais, je pense que le secret, c'est vraiment d'essayer d'être le plus simple possible et de se dire qu'en fait, tout le monde peut comprendre. Il n'y a pas besoin de rentrer dans des concepts très compliqués pour expliquer ce que c'est que la tokenisation.
la tokenisation immobilière non plus. On est souvent, moi, je suis face à des grands professionnels, tu vois, donc c'est des gens qui sont quand même assez câblés, qui comprennent bien leur métier. Je vois pas de raison qu'ils comprennent pas le mien, tu vois. C'est un peu ce sujet. Si les gars, vous êtes intelligents, vous devez comprendre. En gros, c'est Ouais, ça. normalement, ça vient assez vite, ouais, normalement. Justement, quels sont actuellement peut-être les freins que tu vois à l'écosystème pour continuer à se développer? Est-ce que les freins ou les défis sont sur la partie juridique, sur la partie vulgarisation, compréhension, sur la peur? Et toi, tu dois le connaître, souvent où les gens allient, parce qu'en plus tu fais du security token, donc allient les utility tokens et au security token en se disant, bah, si tu fais de la tokenisation, tu fais forcément de la crypto. Est-ce que c'est ça qui est peut-être un frein pour toi? Quels sont les défis actuellement qu'il y a dans l'écosystème et qu'est-ce qui fait que ça freine encore et que ça peut prendre encore 10 ans, comme tu le disais? Ouais, alors pour moi, tout n'est pas à mettre dans le même panier. Sur les sujets immobiliers, pour moi, les freins, ils sont énormes et il y a un frein, on va dire, traditionnel, même qui est l'inertie du secteur immobilier. Mmh. Si tu veux, aujourd'hui, l'immobilier, la tokenisation et le fractionnement, je pense pas que ce soit très transformatif pour ce qu'est l'immobilier aujourd'hui et ce que ce sera demain. Mais tu vois, ça peut être un secteur énorme. Ça va changer la façon d'épargner et les transformations d'un passage à l'investissement locatif, on va dire clé en main, à un investissement fractionné. Les grandes lignes sont là. En revanche, tu vois, quand tu parles d'un secteur qui pèse 3000 milliards, c'est compliqué à faire bouger et ça va avancer assez doucement. Donc moi, je vois une inertie assez naturelle. Et tu sais, il y a eu pendant longtemps. Alors, pour moi, la technique, tu vois, on est sur les sujets techniques d'infrastructure, on est passé un peu au-dessus. En revanche, il y a beaucoup de Mmh. sujets techniques d'UX où aujourd'hui, utiliser une DApp ou un protocole blockchain, c'est pas facile et il faut le faire comprendre. Et en plus, tu as un espèce de ce reluctant naturel de dire effectivement, je suis dans un écosystème crypto. C'est-à-dire qu'à la fin, security token ou utility token, tu dois télécharger un wallet. Et pour le coup, ça reste un bloquant qui peut être assez fort pour un certain nombre d'acteurs. Le second point qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces blocages-là, ils ne sont pas de partout. C'est-à-dire que tu vois bien qu'aujourd'hui, les real world assets, la tokenisation des actifs financiers, là, il n'y a pas de blocage. Hein. On a des millions qui sont levés, on a BlackRock qui se lance, on a la Société Générale qui en fait, on a BNP qui en fait. Il y a absolument tout le monde qui est en train de se lancer. Donc, sur ces sujets-là, je ne vois pas de bloquant, je vois une accélération immense jusqu'à que, moi, je te parie que dans moins de 3 mois, avant septembre 2024, il y a un gars à la télé à BFM qui va nous dire qu'il y a une bulle autour de la tokenisation. Pourquoi? Parce que le truc est en train d'exploser alors que ça a galéré pendant des mois, des années, etc. Et why not, hein, peut-être que ça en sera une. Bon, bref, là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, euh, sur l'écosystème tokenisation au sens large, je ne vois pas de blocage parce que c'est le moment, on est au plein cœur de l'explosion du sujet. Sur le sujet immobilier, je vois des blocages. En général, je vois des blocages UX assez importants. Je voyais un blocage sur l'argent. Tu vois, il y a besoin de beaucoup d'argent pour développer un écosystème. Et là, il n'y en avait pas beaucoup. C'est en train de changer. Et le dernier point, c'est le point de régulation. Tu vois, comme je le disais, le modèle d'obligation, notamment d'obligation sur des biens immobiliers, c'est un modèle que je trouve pas pur. Et on n'en a pas encore parlé, alors je vais mettre le pied dedans, mais et le DLT programme qui est en train de se lancer, on peut en dire plein de choses sur le DLT programme, mais c'est un DLT qui n'est pas fait pour l'immobilier, donc tu vois, il va transformer les money markets, mais il va transformer les equity markets, il ne transformera pas le secteur de l'immobilier tokenisé, enfin a priori, Mmh. ou alors, tu vois, par ricochet. Et le second point, c'est que ce DLT programme, il n'a pas été pensé pour l'innovation, tu vois, il a été pensé pour garder un tiers de confiance qui serait des grandes banques. Et aujourd'hui, alors je crois qu'on est, donc c'est un programme qui a été lancé il y a un an, donc tu vois, Mmh. pour ouvrir des agréments. Oui, je vais peut-être refaire un coup sur le DLT, mais le DLT programme, c'est un programme européen qui a été, qui permet d'ouvrir des agréments temporaires pendant 3 ans pour permettre de faire on va dire, pour tokeniser des titres financiers en Europe et les échanger, pour faire très simple. Et en gros, ce programme-là, donc tu vois, comme je le disais, il est ouvert pour 3 ans. Donc ça veut dire, si ça ne marche pas, au bout de 3 ans, tous les acteurs qui ont dépensé, je ne sais pas, 100, 200, 300, 400 000 euros pour avoir ces agréments temporaires,
ils font quoi? Bah, ils abandonnent. C'est aussi pour ça que nous, on a choisi de rentrer dans un cadre réglementaire déjà existant. Parce qu'on se dit, nous, au C'est moins, pratique. on ne pourra pas nous dire, bon, bah, la fête est finie maintenant. C'est des investissements qui sont très importants, hein. C'est des investissements, on va dire, un ticket intellectuel pour les entreprises autant qu'un ticket financier qui sont très forts. Et donc, aujourd'hui, je crois qu'il n'y a eu que 4 applications, donc il n'y a eu que 4 personnes qui ont dit nous, on veut faire partie de ce DLT programme et qui ont monté le dossier. Je crois qu'il y en a 8 en attente. Enfin, c'est quand même pas grand-chose. Et donc, il y a ce sujet-là. Il y a Mika qui va arriver, donc qui va être un bel outil de régulation sur les stablecoins, donc qui va peut-être nous avancer un peu sur le settlement. Il y a le DLT qui va commencer d'avoir ses premiers acteurs qui ont les agréments. Donc, on a aussi ce sujet-là de dire la régulation va aller dans notre sens, enfin, va nous permettre de faire des tests. Donc, en gros, tu vois, pour reprendre le point de manière assez structurée, tu as 3 points qui sont intéressants. Le premier, c'est que tu as un gros afflux d'argent qui vont vers les startups. Le second, c'est que tu as une régulation qui va se préciser. Et le troisième, c'est que tu as un certain nombre de grands groupes, notamment portés par BlackRock, qui ont expérimenté sur les 3-4 dernières années et qui maintenant font plus de l'expérimentation. C'est-à-dire que le Money Market Fund de BlackRock, c'est pas une expérimentation. Tu vois, je crois Ils investissent. voilà, et surtout, ils créent des projets concrets. Et donc, je pense que tu vois, tu as cet alignement des 3 sujets, argent, régulation, corporate, qui fait que la tokenisation au sens large, ça va exploser. On voit aussi largement que tous les invests alternatifs, donc equity, ESR, le crowd equity en général, investissement dans les chevaux, les plantes, les vaches, tout ce que tu veux, le vin, le whisky, tout ça, il y a une vague de fonds qui est en train d'arriver. Mais de l'autre, voilà, sur certains sujets, ça risque d'avancer un peu plus doucement. Par exemple, l'immobilier, parce qu'il y a un certain nombre de difficultés supplémentaires. Mais tu vois, la grosse vague, elle est là, elle est en train d'arriver et il n'y a pas grand-chose qui peut l'arrêter, quoi, a priori. Trop bien. Merci pour tes explications super complètes, aussi bien sur la partie, régulation, les défis qu'il y a actuellement et ce qui est en train de se développer et je pense que c'est pareil, c'est très, très clair pour tout le monde. Tu disais juste avant qu'il y a différents secteurs qui sont en train de se révolutionner. Toi, tu es assez spécialisé sur l'immobilier, mais qu'il y a de plus en plus de gens qui te contactent pour d'autres secteurs d'activité. Quels secteurs d'activité tu vois actuellement qui sont en train de se développer, qui sont en train de grandir, qui font sens pour le secteur de la tokenisation? Donc tu parlais des plantes, des vaches, des chevaux, tu prends plein d'exemples, mais est-ce qu'il y a vraiment un secteur d'activité où lequel tu vois vraiment que tu as de plus en plus de demandes ou que tu vois que c'est en train de grandir gentiment et c'est en train de prendre de la place quasiment autant que l'immobilier? Bah, il y a un marché énorme qui arrive, c'est tout celui du crowd equity, donc ça existait avant la tokenisation, hein, et ça existera pendant longtemps. Donc le crowd equity, c'est le fait d'investir dans des sociétés et de prendre des parts dans les sociétés. Donc c'est un peu du venture capital participatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des acteurs qui sont en train d'émerger très forts et notamment en France, ça a été beaucoup mis en avant par la société Blast, donc Ouais, Anthony Bourbon. d'Anthony Bourbon, pardon, voilà, j'avais plus le nom. Donc ça a beaucoup démocratisé le sujet, mais tu vois, ces investissements-là en crowd equity, ils existaient déjà avant sur un certain nombre de plateformes. Tu sais, c'est aussi ça la base du crowdfunding, hein, enfin, ça fait partie des bases du crowdfunding, d'aller investir dans les sociétés. Alors, il y en a pour qui c'était en equity et d'autres en obligation, mais il y a ce sujet d'investissement dans les sociétés. Je parlais du DLT programme juste avant. C'est des agréments qui sont designés pour faire un marché des capitaux, un marché des parts d'entreprise. Et aujourd'hui, l'investissement dans des parts d'entreprise, que ce soit plutôt très risqué ou plutôt en mode private equity, on voit qu'il y a une émergence très très forte de ces sujets-là, même tu vois, en finance traditionnelle, tous les sujets du non-coté sont en train d'émerger auprès du grand public. Et l'investissement dans les sociétés, l'investissement dans les sociétés green, ESG en tout cas, et c'est selon moi le plus gros sujet qui va arriver dans les prochains mois. Et en fait, c'est déjà le cas. Ok. Tu vois, c'est pas une Ouais, boule ouais. de cristal. Et pour les personnes qui ne connaissent pas, bah, c'est tout simplement la même option que faire
une introduction en bourse, une IPO. Donc, en gros, vous avez plus ou moins les mêmes avantages avec moins de frais. Ça permet d'avoir de la liquidité sur vos parts et de pouvoir les acheter, les revendre plus facilement. Donc, merci beaucoup pour cette explication, Florian. Je pense que ça commence à être de plus en plus précis dans la tête des gens qui nous écoutent depuis le début du podcast, de comprendre c'est quoi la tokenisation dans son vaste champ d'application. Il y a un mot qui commence à émerger aussi. Tu en as parlé plusieurs fois depuis le début, c'est les RWA. Donc, la Ouais. tokenisation RWA ou les RWA tokenisés, c'est tout un sujet. C'est vrai que pendant un bon moment, dans l'écosystème francophone, on se posait la question, alors tu vas me dire si c'était ton cas aussi, mais on se posait la question de savoir si le mot tokenisation, c'était le bon mot à utiliser dans l'écosystème, parce que souvent, on avait l'impression que ça faisait peur aux gens. Et là, il y a un mot qui est en train d'émerger, qui est les RWA, qui montre, on va dire, une autre façon de comprendre la tokenisation. Est-ce que toi, du coup, tu es partisan du fait que peut-être le mot tokenisé, ça doit disparaître parce que c'est trop allié à la blockchain, ce qui fait que les gens, ils pensent trop à la tech et du coup, ça leur fait peur? Et est-ce que les RWA, c'est fait justement pour changer ça? Ou est-ce que pour toi, il faut vraiment utiliser le mot tokenisation parce que c'est comme ça que ça s'appelle? Non, bah écoute, moi j'aimerais bien qu'on trouve des nouveaux mots parce que tokenisation, je trouve que c'est dur à entendre déjà. Tu vois, ça fait un peu peur. Mais bon, Ouais, on est c'était un moindre mal. Tandis que RWA, c'est vraiment l'horreur, quoi. Ça veut rien dire. C'est-à-dire que Real World Asset, ça veut dire que, tu vois, les cryptos, c'est pas du Real World. Ça veut dire que. Enfin, je trouve que c'est vraiment. C'est mismatch. En plus, Real World Asset, ça veut. Enfin, RWA, ça veut déjà dire Risk Weighted Asset dans finance traditionnelle. C'est Tu vois, vrai. il y a déjà un sujet. Et Real World Asset, je trouve que ça veut rien dire. Ça veut dire, à la rigueur, ça serait Real World Asset sur la blockchain. Pourquoi pas, tu vois, mais en plus, aujourd'hui, le gros de la tokenisation, c'est de la dette, donc c'est des produits financiers. Est-ce qu'un produit financier, la meilleure définition qu'on puisse en donner, c'est Real World Asset? Je ne suis pas sûr. Enfin, moi, je trouve que c'est horrible qu'on soit collectivement, qu'on ait choisi collectivement ce mot-là. Après, tu vois, c'est pas moi qui vais le changer, donc c'est compliqué. Mais je trouve que ça définit pas du tout ce qu'on fait, ça définit pas du tout comment on le fait. Donc aujourd'hui, moi, je préfère parler de tokenisation, mais les real world assets, la tokenisation, tout ça, c'est la même chose. Mais à la fin, je pense on finira sur des termes un peu plus simples quand on voudra toucher le grand public parce qu'on ne Ouais. touchera jamais le grand public en parlant de RWA. Et donc, je pense qu'on parlera de représentation digitale ou de digital real estate. Et je pense que mettre ça sous un mot bateau beaucoup plus large comme digital, ça fait plus de sens plutôt que d'essayer de trouver un espèce d'ersatz comme Real World Asset qui ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, Mm. si vous avez Ça va des venir. idées, n'hésitez pas à me les envoyer. On essaiera tous ensemble de changer tout ça, hein. Mais Allez, ouais, go. digital collectible, digital real estate. Digital, je pense que ça marche bien. Et surtout, moi, ça a nourri ma conviction que de toute façon, tout va finir sur la blockchain. Tout ça. Donc voilà, disons que c'est digital. Mais voilà, je fais un appel à idées, hein. Si vous avez des idées, envoyez-nous et on essaiera de pousser des nouveaux mots. Exactement. Écrivez tout ça en commentaire si vous avez des mots à nous proposer. C'est vrai que nous, on utilise de plus en plus, ou j'entends de plus en plus le mot de la digitalisation d'actifs, la digitalisation des registres des mouvements titres, la digitalisation des parts. Est-ce que peut-être le mot de la digitalisation, c'est peut-être ça qui va arriver? Ça prend du temps, effectivement, c'est jamais super facile, mais voilà, le temps que le mot se mette en place, ça va prendre un petit peu de temps et ça va se faire. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur le rapport que tu as fait, donc l'immobilier 3.0 de la pierre papier à la pierre crypto. Est-ce que tu peux nous expliquer deux choses? Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Qu'est-ce qu'on peut apprendre grâce à ce rapport? Et dernière chose, où est-ce qu'on peut le trouver pour les personnes qui veulent le recevoir? Alors, pour le trouver, c'est assez simple. Je crois il est sur mon LinkedIn en première page, mais je te donnerai le lien On le et tu mettra en pourras description, dans tous les cas. ouais, tu peux l'ajouter avec plaisir. Et en gros, le rapport IMO 3.0, il avait une ambition, c'est vraiment d'aller voir l'état de l'art un peu large sur tout ce qu'on pouvait faire sur l'immobilier et de la blockchain. Alors, D'accord. on a déjà beaucoup parlé de tokenisation aujourd'hui. Donc, évidemment, j'en parlais déjà, mais c'était la tokenisation immobilière, c'était un des 4 sujets que j'avais envie de traiter. Et parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses à faire. Donc déjà, ce qui m'a intéressé, c'est la tokenisation et ce qui va juste derrière la tokenisation, c'est-à-dire de créer des véhicules d'investissement immobilier nouvelle génération et de se dire,
En fait, aujourd'hui, tu peux créer des SCPI. En fait, je voulais tirer le sujet au maximum. Donc, comment est-ce qu'en gros, je peux créer une SCPI sur la blockchain? C'est-à-dire Ouais. que si je tire assez les lignes, demain, je vais avoir, on va dire, des milliers, des millions de biens qui sont représentés sur la blockchain. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir faire mon appréciation de ma propre appréciation, créer mon propre portefeuille et je vais pouvoir faire des CPI nouvelle génération. C'est-à-dire que moi, je vais aller acheter plein d'immobiliers tokenisés qui seront mon appétence au risque, qui vont me donner un certain rendement, etc. Et je vais pouvoir proposer à des amis, à des gens qui m'entourent, de venir investir avec moi selon ma stratégie sur l'immobilier traditionnel, sur l'immobilier tokenisé. Et en fait, l'idée que je voulais faire émerger, c'est que la blockchain, et notamment, je ne sais pas si tu te rappelles, mais en 2021-2022, c'était quand même l'époque où on commençait de se dire que les DAO, ça allait être le futur. On va pouvoir avoir des Decentralized Autonomous Organization qui vont faire de l'investissement sur des sujets immobiliers. Et ce que je veux dire, en fait, c'est que tout simplement, cette nouvelle sous-tension économique, et la blockchain, elle permet à un groupe d'individus de s'organiser financièrement de manière autonome. Elle permet d'avoir une gouvernance et avec une sous-tension financière. C'est Et vrai. c'est là où ça va devenir intéressant, c'est que assez rapidement, et on le voit déjà parce que il y en a déjà eu plein, mais on va avoir des nouveaux véhicules d'investissement décentralisés. Et je pense que ça, dans l'immobilier, ça peut être super intéressant, même si ça prendra un peu de temps. Le troisième point qui me paraissait important, c'était celui de la transac. Ouais. Notamment, je me posais la question, pourquoi est-ce que tu achèterais ta maison en Bitcoin? Tout simplement, est-ce que ça fait sens? Est-ce que c'est plus intéressant? Alors, oui, ça fait sens d'un point de vue technique et juridique sur certaines transactions internationales. En revanche, tu vois, on se rend compte que ça ne sert pas à grand-chose quand tu vas acheter ton bien, quand tu es français, que tu vas acheter ton bien en France. Aujourd'hui, c'est plus difficile qu'autre chose que d'acheter en Bitcoin. Donc, il n'y a pas de gros avantage, si ce n'est la conviction, ce qui n'est pas rien, tu vois. Déjà, avoir la conviction qu'on veut faire avancer l'écosystème en achetant en Bitcoin, c'est déjà pas mal, mais tu sais, ça apporte plein de difficultés, notamment des difficultés juridiques, des difficultés de custodie, etc. Donc, c'est un sujet qui est assez intéressant et qui n'a pas beaucoup évolué, en fait, depuis 2022. Donc, pour le coup, le rapport est assez à jour encore sur ces sujets-là. Et enfin, le dernier point qui m'avait beaucoup intéressé parce que c'était la grande révolution de 2021, c'était le sujet des NFT. Sujet des NFT, bon, qui est encore très prégnant là, dans ce nouveau Blue Run, même si c'est un peu différent, mais le sujet des NFT, avec toute sa dimension sociale, sa dimension, tu vois, les cryptos, c'est quelque chose qui est très financier quand même. Alors qu'il y a un truc très populaire de l'autre côté sur le sujet NFT qui peut être compris par tout le monde, qui peut être manipulé par tout le monde. Et moi, j'ai adoré ça. Et pour le coup, les NFT, on peut l'imaginer être utilisé plus seulement dans l'investissement à ces sujets-là, mais vraiment dans la gestion de l'immobilier. Avoir, je sais pas, un NFT qui représente ta chambre dans un hôtel, qui représente ta part dans un espace de coworking. Enfin, les NFT dans la gestion, ils peuvent être assez intéressants. Ils te permettent de mettre en place des marchés secondaires sur plein de sujets qui n'en avaient pas avant. Et donc, la place du NFT, tu vois, ça permet aussi de créer des communautés. Il y a pas mal de communautés alternatives qui se sont montées aux US qui partaient d'un NFT et derrière, ils essaient de construire des villes décentralisées. Moi, je ne sais pas si tu vois, ça vient du Network State de Balaji, qui est une théorie selon laquelle en fait, les communautés en ligne sont un peu les pays de demain. Et donc, tu as un certain nombre d'aspects beaucoup plus sociaux et communautaires qui sont super intéressants avec les NFT qui existaient moins avec les cryptos. Et Ok. après, pour faire simplement, je donne plein d'idées. Alors, bon, je ne sais pas si elles sont encore toutes d'actualité, mais en tout cas, voilà, après, je donne plein d'idées de boîtes pour ceux qui voudraient se lancer sur ces sujets-là. Je donne plein d'idées de Trop bien. réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire quoi, dans la blockchain Et blockchain. l'écosystème. Voilà, exactement. Ok. Et donc, du coup, demain, je suis une boîte, je veux émettre mes propres cryptos, je suis dans l'immobilier, je veux émettre mes propres tokens. Quel est le meilleur moyen pour te contacter ou
contacter Tokenland pour justement voilà, avoir des renseignements, savoir comment peut se passer la suite? Bah, vous pouvez m'écrire soit sur LinkedIn, soit à florian@tokenland.eu. Ok, parfait. Et a priori, je suis plutôt réactif. A priori, je suis plutôt réactif. Bon, bah, voilà, ça va dépendre de tout ce que tu as à faire parce qu'on sait que tu es quand même pas mal pris. Il y a aussi la newsletter. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu fais avec cette newsletter? Enfin, tu es quand même un des seuls dans l'écosystème à faire une newsletter toutes les semaines sur la tokenisation. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où viennent tes idées, comment tu arrives à connecter autant de choses, rassembler tout ça sur une newsletter? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, bah voilà, nous vendre un petit peu la newsletter, nous expliquer tout ce que tu arrives à faire avec ça? Ouais, alors en fait, la newsletter, comme je te le disais au début, l'ambition, c'était vraiment, à la base, c'était un travail sur moi. L'ambition, c'était Ouais. pas vraiment d'avoir le plus de monde possible. Et en plus, c'est encore une newsletter qui est assez confidentielle, tu vois. Là, il doit y avoir un truc genre 2000 personnes dessus. Bon, pour plein de raisons, j'ai supprimé des membres qui n'étaient plus lecteurs. Donc là, D'accord. tu vois, on est aux alentours de 2000. Et l'ambition, elle est assez simple, c'est d'essayer de faire deux choses. Le premier, c'est de mettre en avant l'actualité internationale sur les sujets de tokenisation au sens large. Donc, tu vois, il y a 2 ans, c'était une newsletter qui était vraiment dédiée à la tokenisation immobilière. Et depuis, assez naturellement, c'est devenu une newsletter qui est dédiée à la tokenisation au sens large parce qu'il se passe tellement de choses et au fond, il y a des mécaniques qui se ressemblent pas mal. Et l'ambition, c'est de faire deux choses, c'est d'avoir un aspect soit éditorial, soit pédagogique. Le but du jeu, c'est de transmettre quelque chose que j'ai appris dans la semaine ou que j'ai appris dans les semaines précédentes, ou alors de D'accord. donner un point de vue un peu radical sur ces sujets-là. Et le second, c'est vraiment de donner l'actualité internationale. Euh, voilà, les gros sujets. J'ai envie de traiter les gros sujets qui ont marqué notre écosystème. Et donc là, j'ai un peu, sur les derniers mois, j'ai un peu galéré à la sortie toutes les semaines parce que j'ai envie que ce soit moi qui l'écrive. Je te disais, c'est un process perso quand même à la base. Et donc, j'ai un peu galéré à la sortir toutes les semaines. Mais là, depuis 3 semaines, on est de retour sur un rythme d'une fois par semaine. Trop bien, bravo. Un peu galvanisé par tout ce qui se passe dans l'écosystème. Là, ça faisait 3 4 mois que j'étais plutôt passé à une fois toutes les 3 semaines. Euh, Ouais, ça prend là, du temps, hein. ouais, ça prend beaucoup de temps et l'ambition aussi, c'est d'apporter beaucoup de valeur. Moi, ça me permet de structurer mes idées, ça me permet aussi de mieux comprendre pour moi l'écosystème, tu vois. Et ouais, l'ambition, c'est c'est d'apporter vraiment beaucoup de valeur, de créer des vocations, enfin, voilà, je partage tout sans détour dans cette newsletter et beaucoup d'actualités internationales. Alors, moi, j'aime bien être connecté avec le monde et je pense que c'est important que tout le monde le soit et c'est ce que j'essaye un peu de transmettre dans cette newsletter, quoi. OK, bah, bravo bravo à toi. On sait que c'est un gros travail et bravo pour ce que tu fais encore une fois pour l'écosystème. Prenons une vision un petit peu plus large, l'écosystème Web3 en général, autre que la tokenisation. On sait qu'il y a le secteur des cryptos, on sait qu'il y a le secteur des NFT, le métaverse, bref, il y a plein de choses. Toi qui, bah, voilà, qui est hyper connecté, quels sont les narratifs du moment que tu vois un petit peu grandir et exploser dans l'écosystème du Web3? On sait que le mot à la mode en ce moment, c'est vraiment tokenisation RWA. J'ai l'impression que c'est vraiment le truc qui explose. C'est peut-être effectivement la bulle de demain. Ça, en tout cas, ça peut être une possibilité. Est-ce que tu vois d'autres choses qui sont en train de vraiment d'émerger ou qui vont émerger dans les prochaines semaines, voire prochains mois dans l'écosystème Web3? Bon, de toute façon, c'est un peu toujours enfin, il y a des nouvelles mécaniques et il y a des mécaniques changeantes. C'est-à-dire que aujourd'hui, sur les changeantes, on en a deux. La première, c'est l'IA, parce que en début de bull run, il y a eu des grosses poussées de tokens IA. Donc, il y a eu les sujets IA. Assez naturellement, il y a les sujets RWA parce qu'il y a des grosses annonces, il y a des grosses levées. Tu vois, il y a des gros noms de corporate qui se lancent dessus. Donc, IA et RWA, on va dire que c'est la teinture c'est la teinture de ce début de bull run. Et ensuite, bah, tu as toujours les mécaniques qui reviennent à tous les bull runs. Tu as t'as les sujets DeFi qui sont, bon, tu vois, tu as le stacking, enfin, tu as plein de sujets DeFi qui émergent à chaque fois et qui sont encore assez présents. Je pense aussi que cette année, il y a le sujet des Layer 2, tu vois, avec Ouais. des blasts, etc., qui sont en train
Enfin, d'un côté, tu vois, je vois un Blast qui a attendu depuis longtemps. De l'autre côté, je vois un Berachain qui lève 100 millions. Enfin, il se passe quand même quelque chose sur les Layer 2. Il y en a pas mal aussi qui ont fait leur trou, hein. Un optimisme. Enfin, je sais pas si tu te rappelles, mais avant, quand on parlait des Layer 2, c'était Polygon. Enfin, tu vois, en sidechain et tout. Maintenant, il y a un nombre de L2 qui est assez impressionnant, c'est une narrative qui est très forte, etc. Et évidemment, il y a la narrative Memecoin qui est assez puissante, mais elle, j'ai l'impression qu'elle revient quand même assez régulièrement. Alors là, elle prend une forme un peu différente, tu vois, c'est Memecoin, Solana, etc. Mais euh, celle-ci, elle est toujours un peu présente. Et puis, je trouve que c'est un peu bizarre, et je sais pas si je suis en train de devenir un boomer, mais je trouve que dans la crypto, on devient de plus en plus sérieux. C'est-à-dire qu'il y a IA, RWA, et puis moi, le gros sujet que je vois, c'est les sujets de stablecoin. Donc, il y a beaucoup Oui. de gros enjeux autour des stablecoins, des sujets de régulation, des sujets d'émission. Et, euh, et ouais, j'ai l'impression que ce cycle-là, c'est le cycle où il y a deux blockchains qui vont se séparer. Tu as une première blockchain qui est la blockchain comme nous on l'a connue, qui est fun, avec beaucoup d'innovation, avec des meme coins, beaucoup d'applicatifs, etc. Et puis tu as t'as la blockchain chiante, la blockchain KYC corporate, qui est en train d'émerger. Je pense qu'elle est en train d'émerger à ce cycle-là, qui va avoir beaucoup d'acteurs de la TradFi arriver, qui va être beaucoup plus régulé, etc. Enfin, qui va être en tout cas investi par des acteurs qui ont envie d'être régulés. Et dans ce cas, ouais, on y est arrivé. Enfin, je pense que c'est à ce cycle-là que ça arrive, quoi. Ok, merci pour ce partage. Euh, on va passer sur une question qui est un peu plus sur toi, sur l'entrepreneur que tu es. On voit que tu fais beaucoup de choses, tu es un petit peu partout. Ça ne doit pas être facile tous les jours. On pose souvent la question aux entrepreneurs qui arrivent sur le podcast, comment ils arrivent à allier et à trouver l'équilibre entre la vie perso, la vie pro. C'est vraiment difficile parfois et pour les jeunes qui se lancent, parfois ils aimeraient bien avoir des conseils. Quels conseils tu donnerais justement aux jeunes qui veulent se lancer dans l'écosystème? Est-ce que c'est un bon écosystème et quel équilibre quel équilibre ils doivent trouver pardon, avec le temps? Bon, il y a plein de façons de répondre à ça, mais déjà, si vous voulez être entrepreneur et que vous pensez qu'il y a une différence entre vie pro et vie perso, il faut arrêter tout de suite et aller chercher un CDI. Euh, moi, enfin, voilà, je travaille en famille, je travaille avec mes amis, et j'aime ce que je fais. Et en plus, c'est certainement la pire industrie pour ça, parce que quand on travaille dans le monde des cryptos et de la blockchain, il y a un truc de conviction assez puissant, il y a un truc il y a une foi en l'écosystème qui est censé te porter, ou alors je ne vois pas où tu vas aller. Et du coup, enfin, je sais pas, mais tu vois bien dans les gens qui bossent dans la crypto en général, à la base, c'est juste des investisseurs qui ont passé des nuits, qui étaient là tout le temps. C'est un écosystème qui est très, très prenant. Et du coup, si vous n'êtes pas passionné, ça va être très difficile de se lancer dans les cryptos, sur les sujets crypto, blockchain au sens large. Et le second, c'est que si vous pensez voilà, qu'il y a une différence entre une vie privée et une vie perso et que vous voulez lancer dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est une très mauvaise façon de voir la chose. Et à côté de ça, tu vois, moi je pense que le bonheur c'est un chemin et c'est pas une arrivée. Et du coup, je vis, comment dire, je vis tous les jours pour être heureux, quoi. Je me dis pas, je bosse pendant 10 ans comme un chien et après je prendrai 10 ans de vacances. J'essaye de faire que mon job me rende heureux, etc. On regarde, j'habite au soleil, donc Bravo. c'est, c'est un truc, c'est un choix de vie, mais en tout cas, ouais, je dirais, enfin, au bout d'un moment, les gars, il faut avoir le courage de ses convictions. Donc, soit vous aimez bien un truc et vous vous dites, ok, c'est ma vie, soit ben, vous aimez bien être tranquille chez vous et dans ce cas, allez prendre un CDI qui part, voilà, à la campagne, vous serez bien, quoi. Bon, bah, parfait. Faut, Parfait. voilà, posez-vous les bonnes questions. C'est un peu ça le seul Voilà, conseil. exactement, tout simplement. Tout simplement. Florian, on arrive gentiment à la fin du podcast. On sait que tu as pas mal de choses derrière qui arrivent, donc on doit te laisser tranquille. À la fin du podcast, on laisse toujours le mot de la fin à notre invité. Donc, ça peut être une anecdote, ça peut être un mantra, ça peut être un sujet sur lequel tu as dit des choses et que tu voudrais rajouter plus de compléments, peut-être un sujet que tu voudrais nous dire et qu'on n'a pas eu le temps de parler, nous teaser peut-être sur quelque chose qui va arriver, une future sortie. Bref, ta carte blanche, ça peut durer 30 secondes comme ça peut durer 10 minutes. On te laisse le mot de la fin.
Non, ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est vraiment à tous ceux qui nous écoutent, qui comprennent ces sujets-là, qui ont vu la tokenisation arriver, etc. C'est vraiment important que vous en parliez aux gens à qui ça va être transformateur. Je vais donner un exemple simple. Si vous avez un ami banquier qui a aucune idée de ce que c'est la tokenisation, les RWA, vous vous rendez pas compte comme il vous sera reconnaissant sur le long terme que vous lui en ayez parlé, que vous lui ayez dit de s'y intéresser. Il y en a un sur 20. Si vous avez 20 amis banquiers et vous en parlez à 20, il y en a un qui va aller dedans. Mais par contre, il y a des carrières à prendre, il y a des écosystèmes. C'est une transformation vraiment très profonde de notre économie, des squelettes chez les banques, chez les grands corporates, des squelettes de notre économie. C'est une transformation qui est vraiment très profonde. Nous, on l'a vu avec un certain nombre de clients qui ont amené, par exemple, certains de leurs investisseurs ou certains de leurs clients à eux à découvrir ces mondes-là, à innover. Et on voit qu'il y a une reconnaissance qui est assez forte. Donc, moi, j'invite vraiment tout le monde, tous ces gens qui comprennent notre écosystème, à ne pas hésiter à s'en faire les porte-parole, même si c'est des sujets que vous connaissez mal. Allez dire à ces gens-là, va t'intéresser à ça, tu vas voir, il y a un truc qui est en train de se passer parce que c'est réel, il y a un truc énorme qui est en train de se passer. Et pour le coup, moi, je vois beaucoup de reconnaissance chez les gens qu'on emmène dans ce monde-là. Je vois vraiment des belles histoires. Et donc, je pense que c'est la chose la mieux qu'on puisse faire. Partager votre connaissance, ça va pas vous l'enlever. C'est-à-dire que vous serez pas moins intelligent parce que vous avez donné de l'intelligence à quelqu'un. Et ça, je trouve que c'est super puissant. Donc, moi, c'est un peu mon mot de la fin. Voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous sans être trop forcément pushy ou quoi, mais juste dire, il y a un truc qui se passe, tu devrais regarder. Moi, je l'ai beaucoup vu. Autour de moi, je vois que ça marche beaucoup. Et je vous jure que vos amis banquiers, financiers ou même un peu loin vous Vous seront remercieront reconnaissants. Voilà, et vous exactement. remercieront. OK, bah, merci vraiment pour ce mot de la fin, Florian. Merci vraiment pour le temps que tu nous as accordé et toute la valeur que tu as apportée pendant ce podcast. Pour toutes les personnes qui veulent avoir plus d'informations sur ce que fait Florian, il y aura tous les liens dans la description. Il en a déjà donné plein. Voilà, il y a tous les liens dans la description. Prenez le temps d'aller regarder, se connecter, allez vous abonner à la newsletter. Suivez tout ce qu'il fait en permanence, que ça soit il est très présent aussi sur LinkedIn, donc regardez partout. Merci Florian, merci pour ton temps. À très Merci beaucoup. vite et force à toi. Salut Jean, merci.